Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart et on est reparti pour une heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Alors, actualité économique et politique qui s'est quand même depuis quelques jours, vous l'avez senti, teintée d'un parfum de classe moyenne. Donc, on va y aller là-dessus. C'est des éruptions politico-économiques régulières, hein, la recherche des classes moyennes, urgence pour les classes moyennes. Dans les années 90, on aurait dit « recherche classe moyenne désespérément », voilà, par exemple. Les choses ont un peu changé maintenant. Donc, en plus, j'ai là, autour de la table, des gars qui, à mon avis, sont outillés pour discuter avec moi des classes moyennes. Donc, c'est parti, allons-y, parlons des classes moyennes. Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier. Salut Stéphane. Quasiment économiste, allez, on va le dire, même si t'as pas... C'est Jean-Marc Daniel qui disait les parchemins. J'ai les parchemins, disait-il, voilà. Quand il débattait notamment avec Thomas Piketty et que Piketty lui reprochait visiblement son peu de... Comment dire, en termes de recherche académique, etc. et tout, voilà. Ouais, j'ai les parchemins, voilà. Donc, François-Xavier Oliveau, membre de Génération Libre, entre autres. Jérôme Mathis, salut Jérôme, toi tu as les parchemins, voilà. Prof d'éco à Dauphine. Denis Ferrand, salut Denis. Il faudrait que j'aille chercher dans les classeurs. T'as les parchemins, toi? Ouais, j'en ai un ou deux. T'es diplômé d'économie, ouais, Denis? Bon, puis quasiment, hein, bah voilà, allez. Donc Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. Alors, donc, urgence classe moyenne. Je repensais en préparant ce débat, je repensais à... Parce que on a l'âge qu'on a, hein, ça nous ramène aux années 80, mais à Coluche. Et quand il parlait des milieux autorisés, en fait, les milieux autorisés, vous y êtes pas, disait Coluche, voilà. Et les classes moyennes, c'est un peu le pendant des milieux autorisés. Je sais pas, Jérôme, il y a une définition. Je vais vous donner alors une interview qu'a donnée Sylvain Attal dans l'Opinion. Ceux qui ne comptent que sur leur travail pour vivre, sans aide, donc d'un côté, sans patrimoine, de l'autre. Ouais, c'est pas mal, c'est une définition. Ça te va comme définition ? Non, pas tout à fait. Enfin, politiquement, ça va. C'est un peu une punchline, on va dire, qui fait son effet. Ouais. Bon, alors les économistes, ils n'ont pas de définition universelle. Il y a une définition, par exemple, qui est celle de l'OCDE, qu'on utilise plus ou moins dans les comparaisons internationales. C'est de dire, on prend le salaire médian, le revenu médian d'un pays, et la classe moyenne, c'est ceux qui sont situés entre 2 tiers et le double de ce revenu médian. Selon cette définition... Entre 2 tiers et le double de ce revenu médian. Donc on est à 1850, c'est le revenu médian. Ouais, voilà. Et 200% du revenu médian. Donc ça fait à peu près... 2 tiers de 1850, 1300. Tu veux faire des calculs de tête. Et le double. Et le double. 3006, 3007. Ouais. Et là-dedans, avec cette définition, si tu veux, il y aura à peu près 2 tiers des Français qui seraient dans la classe moyenne. Je dis que les comparaisons internationales ont d'emblée leurs limites parce que typiquement aux États-Unis, le revenu, une fois qu'on a payé ses impôts et engrangé des aides sociales, il faut encore payer la scolarité de ses enfants, son système de santé, ce qui n'est pas le cas en France du fait de dépenses qui sont largement socialisées. Et puis on a une définition un peu franco-française, je dirais, celle de l'Observatoire des inégalités, qui par construction va retenir 50% de la population française. On écarte les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Et ce qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Alors là, ça dépend bien sûr de la composition de la famille. Mais tu dois pas être loin de je vais donner un chiffre. 3007, là, hein, pour une personne seule, selon cette définition, c'est quelqu'un qui gagne entre 1500 et 2700 euros par mois. En dessous de 1500, c'est ce qu'on appelle la classe populaire. Au-dessus de 2700, ça va être la classe aisée. Et puis si on va au-delà de 3800, c'est ce qu'on appelle les riches, quoi. Voilà. Et si tu appliques le 2 tiers 2, qui est la définition de l'OCDE au revenu médian par ménage, parce que tu peux aussi redonner par ménage, tu tombes sur 20 000 à 60 000 qui correspond effectivement aux 50% qui coupe entre 30% classe populaire et 20% aisée. Donc on retrouve en gros cet espace à peu près. Tu as 2 millions de salariés au SMIC. J'ai été regarder ça pour vous. Tiens, c'est la première fois que j'utilisais ChatGPT d'ailleurs, avec une certaine émotion. Mais à un moment, en fait, là, j'ai bien vu le truc. C'est-à-dire, tu es sur le site de l'INSEE, tu veux aller chercher les chiffres. Alors toi, Denis, j'imagine que tu maîtrises ça avec une grande dextérité. Je dois dire que GPT va les chercher très très vite, quoi. Et comme tu lui mets INSEE, que dit l'INSEE sur le nombre de salariés au SMIC? Tu as la réponse quand même très très vite. Et donc, 8 millions de salariés sous 1,6 SMIC, ce qui doit être... c'est ça, on a une classe moyenne
pour le coup, alors qu'il est pléthorique, quoi. C'est un peu ça l'idée, Denis. 8 millions de salariés sur un total de 28 millions de salariés, Ouais. quand même. Donc, franchement, c'est vrai qu'il y a la définition souvent par le revenu, mais tu as aussi la définition... Non, mais t'en as encore en dessous, t'en as 3 millions, Oui, qui sont t'en as 3 sous millions le dessous. SMIC. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Avec l'emploi à temps partiel. Absolument, oui, tout à fait. Oui, donc tu te retrouves à 11 millions. Ouais. Ouais, 11,28, ça me paraît quand même une définition un peu restrictive quand même au regard de l'ampleur de la population en emploi. Non, 11 millions. Attends, 11 millions, c'est 1,6 SMIC. Mais là, Ouais. ce que nous a dit Jérôme, c'est que tu montes jusqu'à 2 SMIC. Ah oui. Ah oui. Et là, pour le coup, non. Avec cette définition, il y a 2 tiers des Français qui seraient dans la classe moyenne. Voilà, c'est ça. Quand il y avait Deux tiers des Français. le CICE qui avait été mis en place... Donc c'est c'était, pas. Attends, mais c'est pas une classe moyenne, ça veut dire. C'est la définition de l'OCDE. Ouais, c'est la Ce que tu définition de appelles l'OCDE. classe moyenne, si tu dis c'est 50% Super comme la intéressant. construction de l'Observatoire des inégalités, par construction, c'est 50%. Mais je trouve que la définition de Gabriel Attal n'est pas mauvaise en termes de description, en tout cas de là où il y a un enjeu, effectivement, qui est l'enjeu sur le travail. Écoute, sans aide, Pas je sais pas, absurde. si tu mets les allocations familiales dedans, Non, mais tu mets t'as pas grand monde. Hein. Non, sans aide, bien sûr, mais tu parles des gens dont, grosso modo, dont les revenus dépendent essentiellement du travail. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça qui Ouais. voilà, et avec des revenus du capital qui sont relativement limités, et bien sûr que tu as des aides, et effectivement, en général, elles sont effectivement les allocations familiales, par exemple, mais voilà, la classe, les Français pour lesquels la principale, et vraiment même la très grande majorité des revenus proviennent du travail, me semble être une définition, entre guillemets, socio-politique qui est pas débile. Mais elle retiendrait beaucoup moins de gens, parce que si vous êtes une personne seule avec 3 000 euros, généralement, quelqu'un qui gagne 3 000 euros, c'est essentiellement du fruit de son travail. C'est pas un rentier non plus. Il est quasiment exclu de la définition. Enfin, il ferait partie de la classe moyenne selon la définition d'Attal. Gabriel Attal, pardon, j'ai dit Yvan Attal. Gabriel Attal. Et en revanche, d'après les définitions qu'on vient de donner, il n'en fait pas partie. D'accord ? Et ça dépend aussi beaucoup de la conjugalisation de l'impôt sur le revenu. Exactement. Oui, comment est-ce que Tout ça, c'est une fois que les voilà. impôts sont payés et que les aides sociales sont perçues. Ça dépend aussi de la prime d'activité. Enfin, il y a Mais énormément. tout ça, c'est les aides sociales. Ouais. d'éléments. Tu pourras avoir une définition fiscale aussi. On parle de ce qui Alors- reste une fois que tu as payé tes impôts, que tu as perçu tes aides sociales. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, quand même, au départ, c'est très bien que tu donnes cette référence sur le SMIC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, et je voudrais qu'on démarre là-dessus, parce que donc, on s'interroge sur les classes moyennes, parce que le gouvernement se dit il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Et donc, on va essayer de regarder du côté fiscal, du côté salarial, etc. Mais commençons sur le salaire, sur la feuille de paie. Est-ce que cette classe moyenne n'est pas aujourd'hui massivement bloquée, en fait, dans une trappe à bas salaire, ce qu'il faut bien appeler une trappe à bas salaire. Ouais. Résultat de 40 ans de politique de préférence pour le travail non qualifié. Vas-y. Alors, sur ces différents aspects, on a quand même pas mal bougé. Si tu le regardes sur 20 ans, il y a 20 ans, il y avait ce que l'on appelle le piège du chômage, c'est-à-dire la proportion du revenu que tu gardes quand tu passes d'une situation de chômage à salarié. Ce piège du chômage, il a été quand même très fortement diminué. En gros, tu perdais 80% de ton... tu ne gagnais que 20% d'additionnel quand tu passais du chômage à un revenu salarié moyen. Maintenant, on est passé à 28%, grosso modo, donc il y a eu une progression. De même, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a dit que les trappes à inactivité... Oula, attends, Denis, je suis dubitatif sur ton chiffre, là, C'est-à-dire 28%. Si tu es au chômage... avec l'ensemble chômage indemnisé, avec l'ensemble des allocations qui vont avec, oui. C'est grâce à la prime d'activité alors que tu retrouves ces 28% de voilà, mais que tu vas perdre en sifflet et qui va bien entendu, complètement s'éteindre. Oui, mais au moment où tu seras sur ces 1,6 SMIC. Tout dépend du niveau de revenu dans lequel tu vas te situer. Parce que effectivement, tu as cette idée de piège du chômage qui va être très dépendant du niveau de revenu. Un autre élément qui a contribué à agrandir un peu l'écart entre taux de chômage, entre rémunération chômage et rémunération salariée, c'est la baisse des cotisations salariées qui est intervenue aussi en 2018-2019. Ouais. En revanche, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été sorti en début 2022, notamment sur le RSA, qui disait que globalement, les trappes à inactivité
ont disparu. Quand tu prends en compte, On va y aller. Le RSA, on en parlera tout à l'heure, absolument. En revanche, c'est vraiment cet aspect de progression dans l'échelle des salaires. En fait, c'est à la fois un problème du côté de la demande de travail et du côté de l'offre de travail. La demande de travail, c'est-à-dire celle qui vient de la part des entreprises, qui ont en fait une réduction des abaissements de cotisations sociales au fur et à mesure que tu grimpes dans l'échelle des salaires. Et côté offre de travail, le gain à la progression dans l'échelle des salaires est très forte, est assez faible. Tu ne gagnes, quand tu passes par exemple de 1,4 à 1,6 SMIC, tu ne gagnes que 26% de l'augmentation brute de Voilà. en net. Tu n'as que 26%. En gros, alors les calculs, moi j'ai reçu beaucoup de calculs, etc. Ce sujet est très intéressant, mais en gros, on peut dire que un salarié au SMIC, si le patron veut lui donner 100 €, ça va coûter 400 € à la boîte. Ouais. Voilà. Et là, tu es sur quelque chose quand même de... Oui, c'est une trappe qui est quand même très très compliquée aujourd'hui. et qui joue justement et qui joue des deux côtés, c'est-à-dire que qui joue côté offre et côté demande de travail. En fait, tu as les désincitations se font sur ces deux segments de l'équilibre du Tu marché. es sûr de ce chiffre? C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes en compte, c'est pour ça qu'il est Parce que compliqué à calculer. je vais t'en donner un qui est plus simple. Les 100 €, il faut que tu prennes en compte ce qu'il va perdre en prime d'activité. J'entends bien. Donc il faut vraiment qu'il ait 100 € net à l'arrivée. Voilà. D'accord. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Certains me disent même que c'est un peu plus. Moi, je suis à Voilà. l'aise avec ce chiffre, oui. Oui, c'est l'ordre Mais de grandeur, ouais. c'est l'ordre de D'accord, grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Parce que- Tu vas aller sur 350 si tu veux, mais c'est l'ordre de grandeur. D'accord. Parce que quelqu'un qui gagne le SMIC perçoit 130 € de prime d'activité. Ouais. S'il est à 1,3 fois le SMIC, il ne gagne plus que 15 €. Ouais. D'accord. Mais il a gagné 300 € de revenus. Oui. Il a perdu un peu plus de 100 € d'aide sociale, mais il a gagné. Oui, mais il y a le 300 coût € pour de l'entreprise. revenus. Oui, mais il faut que tu Après, enlèves. du point de vue de l'employeur, le coût pour l'employeur. Tu enlèves les aides sociales, tu enlèves donc la prime d'activité, tu enlèves et les aides sociales, elles sont multiples et variées. sont multiples. Ça dépend de sa composition Ça dépend, familiale, ça exactement. dépend d'énormément de choses. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, Roux de Bézieux, dans une phrase, elle est un peu complexe, mais on comprend bien, il dit rendement décroissant de la promotion. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose dans votre activité professionnelle. Moi, c'est la première fois que j'entendais Roux de Bézieux dire ça. Il dit on a un problème à promouvoir en fait les gens. Oui. Ah bah, moi, On j'ai a vu un ça- problème sur le management intermédiaire. J'ai Vas-y, vu ça dis-moi. dans des responsabilités de dirigeants où effectivement j'avais des gens. Ah oui, mais là, tu es au-dessus de. Non. On parle vraiment du management Oui, intermédiaire. non, mais là, hein. je te parle de gens c'était dans une ligne de papier, précisément, où tu avais des gens qui refusaient des promotions pour être patron d'une machine parce qu'ils estimaient que le gain était totalement dérisoire par rapport à La aux responsabilité. Tu avais des refus à la responsabilité, effectivement, et c'était un coût qui était effectivement assez élevé pour l'entreprise. On avait besoin de chefs de machine et on n'en trouvait pas en interne de gens qui ne voulaient pas être promus parce que ça leur rapportait pas grand-chose par rapport à la responsabilité qu'ils prenaient en plus. Alors ça dépend, parce que justement, ça dépend de l'échelle des salaires, parce que plus on se déplace dans l'échelle des salaires vers le haut, et plus cet effet de désincitation à la promotion s'atténue. Oui, c'est vrai. En réalité, c'est vraiment sur le... Oui. C'est pas le milieu de la distribution. Bah, Non, jusqu'à un c'est- 6, bas de la distribution, jusqu'à ce que tu c'est sortes un 6. des allègements de Ouais, charges. Exactement, Exactement, c'est sur ouais. la partie basse et donc, mais effectivement, c'est ce type d'emploi, c'est-à-dire des emplois qui sont à 1,3, 1,4, 1,5 SMIC. Et en fait, je me demandais, François-Xavier, parce que je réfléchissais à ça, je me demandais, finalement, il faut que tu fasses du salarié que tu veux faire sortir des 1,6 SMIC quasiment un associé. C'est-à-dire, il faut que tu lui dises, tu vas sans doute perdre un petit peu d'argent, mais tu sors du truc et je peux te dire que dans 2-3 ans, alors là, pour le coup, tu vas récupérer tout ce que... Enfin, c'est une vision... d'investissement en quelque sorte. Ouais, Oui, voilà. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu veux vraiment... super compliqué, hein. Ouais, non, mais tu peux pas toujours le faire. Non, Tu peux pas toujours le faire parce que effectivement, sur ce type de puis il faut que le gars te poste- fasse confiance. Exactement, sur ce type de poste de management intermédiaire, tu n'as pas forcément la capacité, ni d'ailleurs l'envie de la part de la personne qui est en poste, d'aller vers une logique où tu vas avoir une rémunération qui va peut-être plus dépendre d'une part de variable plus élevée, d'une part d'intéressement d'une façon ou d'une autre à l'activité d'entreprise. Enfin, c'est une autre logique. Donc, en fait, le trou ou le problème, il est plutôt sur ce passage de... on va dire ouvrier par exemple ou technicien, enfin Agent de maîtrise. un poste agent de maîtrise et après quand tu passes à cadre c'est une autre logique Oui, effectivement, absolument. et tu sors un peu de cette logique là parce Absolument, qu'effectivement tu as beaucoup moins d'aide et donc du coup tu perds beaucoup moins d'aide. La trappe à inactivité, on parlera dans l'universel, mais la trappe à activité elle est liée à ça, elle est liée au fait que tu aides et tu aides beaucoup en bas de l'échelle et donc quelque part quand tu sors du bas de l'échelle bah, tu dois passer à une logique où c'est l'entreprise qui va finalement financer ta promotion et le passage de seuil est ultra compliqué et très coûteux.
Ce rendement décroissant de la promotion, j'ai l'impression qu'il est davantage du côté employeur, du fait de toute la réduction de charges au niveau des bas salaires. Donc, le coût employeur, quand on verse un SMIC, le coût employeur, c'est 33% du SMIC net en plus. Si on veut verser 1,5 fois le SMIC, on est légèrement au-dessus du salaire médian, c'est 68% en charge. Donc, c'est ça, c'est du côté employeur. Est-ce qu'il n'est pas là, le grand malheur et la grande misère des classes moyennes, est-ce qu'elle n'est pas là, en fait des charges sociales autour du SMIC, c'est du fait d'un chômage autour du SMIC aussi. C'est-à-dire que ces allègements de charges sociales, elles ont du sens quand même. Qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est-à-dire supprimer les allègements si tu veux, au contraire, allonger les allègements pour jusqu'à... Mais non, Jérôme, tu sais très bien, mais s'il y a 40 ans, on s'était interrogé plus sur un système éducatif qui ne produisait plus l'ensemble des ingénieurs dont l'économie pouvait avoir besoin, plutôt que de subventionner ceux qui sortaient, tous au bac, etc., et qui de toute façon n'avaient pas les qualifications pour faire autre chose qu'un boulot payé au SMIC, alors oui, on aurait inversé sans doute la logique. Mais bon, aujourd'hui, tu es piégé. Mais mais c'est bien ce que... Je pense que le point que tu mentionnes est important parce que c'est pas le sentiment, ou en tout cas perçu de déclassement des classes moyennes, c'est aussi lié à ça. C'est aussi lié au espèce de package républicain qui ne fonctionne plus. Ouais, exactement. C'est pas juste une question de trappe à salaire, c'est une question d'éducation, c'est une question de dégradation du système de santé, c'est une perception globale que quelque part le deal républicain ne fonctionne plus. Tu paies des impôts, mais tu vois pas très bien où il passe et tu as l'impression que tout se dégrade en fait. C'est une espèce d'impression un peu négative et de perception que le truc s'effondre et que tu es au milieu et que tu sais pas très bien quoi faire. C'est d'ailleurs plus une inquiétude vis-à-vis de la non-promotion des enfants que d'une évolution sur son revenu à soi. Mais tu ne crois pas que sur son revenu à soi, ça pèse quand même? Pas pouvoir en sortir. Je vous rappelle la note de l'INSEE, là, les revenus d'un individu d'une année donnée déterminent fortement ce qu'il aura près de 2 décennies plus tard. Vous gagnez 1500 balles, vous gagnerez toujours 1500 balles 20 ans plus tard. Ça veut dire. Ah ben si, c'est ça que ça veut dire, mon cher. Détermine, ça veut dire que ça le réduit, ça lui donne... Enfin, je comprends. Alors, je vais te faire la suite. Seuls 2% des personnes parmi les 20% les plus modestes en 2003 se retrouvent parmi les 20% les plus aisés en 2019. Mais voilà le truc. Le point, c'est que si tu gagnes 1500 aujourd'hui et que ça détermine si tu gagneras dans 20 ans, ça ne veut pas dire que tu gagneras 1500 dans 20 ans. Ça veut dire que... C'est ça que ça veut dire dans le note de l'INSEE. 1500 plus quelque chose. D'accord. Non. Non. Okay. 1500 plus 20 ans après en euros constants. Mais tu resteras sur ces 1500 en euros constants 20 ans après. Ou en tout cas pas beaucoup au-dessus. D'ailleurs, ça... mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que cette phrase est tout à fait juste, mais c'est un coup de projecteur presque un petit peu médiatique sur une mobilité très ascendante. Tu te rends compte, on est en train de demander. Donc là, on prend les 20% des gens les plus pauvres. On regarde 16 ans plus tard, combien font partie... 20 ans plus tard. 16 ans. 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, combien font partie de ces gens-là, des 20% les plus riches? Il n'y en a que 2%, bien sûr. Mais comme dit Denis, en termes de mobilité intergénérationnelle et non pas individuelle, ce n'est pas 2%, c'est 12%. C'est déjà plus. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Maintenant, si on reste sur l'évolution individuelle, parmi les 10% des moins aisés dans cette étude-là, la moitié n'y figure déjà plus 16 ans plus tard. Ils sont montés. Chez les jeunes, la mobilité elle est encore plus forte. La moitié des 25-30 ans de la classe populaire, donc des 20% les plus pauvres, on va dire, n'y figurent déjà plus 16 ans plus tard. Ils sont partis. C'est pas mal quand même comme ascension. Je ne dis pas que c'est génial, mais attention, ils sont remplacés. Il y a une mobilité aussi dans l'autre sens. La même étude nous dit près de 40% des 20% les plus aisés n'y figurent plus. 16 ans plus tard, ils ont été déclassés. Donc, c'est un turnover, ça bouge. D'accord. Mais la question du turnover, elle est toujours vraie. Et donc, il n'y a pas... Non, mais attends, je vais finir avec ça, Jérôme. Il n'y a pas cette idée de stagnation dans laquelle j'étais, moi. Je ne sais pas dans laquelle tu étais, toi. Enfin, l'idée que j'avais. Non, mais l'idée que j'avais... moi... Heureusement, mais l'idée que j'avais, de toute façon, je suis président maintenant, donc tu vois. Aujourd'hui, de 10-15 millions de personnes qui étaient tankées de toute façon et qui le sentaient et le savaient. Il y a un sentiment. Mais les chiffres autour du SMIC, voilà, entre 1 et 1,6. J'aimerais dire, si tu me permets, quand même juste un mot sur le ressenti de la classe moyenne. Il y a 2 sentiments de frustration et d'injustice. Ceux du bas de la classe moyenne, qui se comparent à ceux qui sont juste en dessous et qui perçoivent des aides sociales qu'ils jugent, eux, généreuses et qu'ils ne perçoivent pas parce qu'eux se lèvent tous les matins pour aller travailler, pour aller gagner le SMIC. Donc eux, c'est un sentiment d'injustice et de frustration très fort. Et puis ceux du haut de la classe moyenne, alors eux, ils sont imposables à l'impôt sur le revenu.
Et donc, eux, ils ont le sentiment de payer proportionnellement beaucoup plus d'impôts que les gens qui seraient plus riches qu'eux. Voilà. Quand on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait ça, parce que l'impôt sur le revenu, c'est un chiffon rouge. Il rapporte largement moins que la TVA. D'abord, les foyers non imposables, les plus pauvres, ils consomment la totalité de leurs revenus, donc de fait, ils payent déjà la TVA. Et puis, quand on regarde, est-ce que c'est vrai que les plus riches paieraient moins d'impôts ? Il faut monter quand même déjà assez haut pour que ce soit le cas. Il faut monter dans les 1% des plus riches, c'est-à-dire que c'est croissant. Si on regarde l'ensemble, la globalité des impôts, je parlais de l'impôt sur le revenu comme un chiffon rouge, il y en a un autre que les Français ne calculent jamais, c'est les taxes sur les salaires, les cotisations sociales. Donc quand on prend tout ça en considération, finalement, on a un schéma progressif en France. Oui, mais t'es 1%, ils sont pas salariés, entre 40% Jérôme. de son revenu jusqu'à 50%, quand on monte dans l'échelle des salaires. Et puis c'est seulement les 1% les plus riches qui, du fait, de truchement fiscal, réussissent finalement à consacrer une part moins importante proportionnellement de leurs revenus à l'impôt global. Quand on additionne tout, TVA, cotisations sociales, taxes sur le capital, etc. Oui, non, mais je te donne la parole. Mais attends, parce que Denis, il y a un point justement que tu soulevais, François-Xavier, sur lequel Denis veut insister aussi. Non, mais j'aimerais bien qu'effectivement, je voyais ce titre-là sur il n'y a jamais eu autant de banquiers millionnaires, vu les bons résultats des banques. C'est vrai qu'il y a, je crois, plus de 500 banquiers en France, salariés des banques, qui ont touché plus d'1 million de bonus. Et il faudrait dire ce que ça rapporte à la sécurité sociale, ce million de bonus. C'est à chaque fois, c'est une manne formidable pour la sécurité sociale, comme le salaire de Mbappé. Oui, Denis, toi aussi, tu insistes sur cette idée de je paye et j'ai des services publics qui se dégradent. Exactement. En fait, on voit toujours la redistribution au travers des enjeux fiscaux, des enjeux de revenus qui vont être versés, type prime pour l'activité. Mais le principal moyen de transfert, de redistribution aussi à l'intérieur de l'économie, ce sont les transferts sociaux en nature, d'une certaine façon. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, le fait qu'il y a tout un ensemble de services publics qui soient assurés. Or, il y a un sentiment de dégradation très fort sur le service public, à tel point que la classe moyenne a quand même encore les moyens de payer une éducation à ses enfants, mais ce faisant, elle a le sentiment de payer 2 fois. Une première fois par l'intermédiaire de ses impôts, et donc participation à la collectivité, mais une deuxième fois aussi parce que je ne veux pas mettre mes gamins dans un système public qui commence à prendre l'eau de toutes parts, et je vais payer dans ce cas pour l'éducation privée. Et donc c'est aussi ce sentiment de perdre un pouvoir d'achat parce que je veux continuer à assurer une insertion pour mes enfants. En plus, on voit les résultats des classements qui ont été passés il y a encore peu de temps sur les lycées, sur les collèges, où on voit que ce sont les lycées et les collèges privés qui ont une capacité d'insertion, qui donnent une capacité d'insertion dans les bonnes écoles et dans les bons emplois, beaucoup plus élevée que les lycées publics. Donc il y a vraiment un peu ce sentiment de déclassement. Il ne se nourrit pas seulement d'un sentiment lié à la fiscalité, lié à la progression du revenu, mais également à la redistribution en nature. Des établissements privés qui sont quand même largement financés par le contribuable. Ben oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un ressenti et puis tout à fait. Bon, cela dit, excuse-moi globalement. Oui, une dernière phrase. Mais vas-y, Jérôme. Sur le sentiment des classes moyennes inférieures. C'est vrai que la France a cette particularité. Donc ceux qui sont autour de 1300, là, voilà, 1300 euros par mois. Exactement. Un système de redistribution qui est très généreux pour les classes populaires et puis qui se délite un petit peu pour les classes inférieures. Quand on compare le système de redistribution, par exemple, des pays nordiques, il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus... il est beaucoup plus lisse. Donc, finalement, en France, on donne énormément aux classes populaires et puis dès qu'on rentre dans la classe inférieure, on perçoit moins. Les systèmes nordiques aussi, ils taxent davantage les riches. Ils taxent davantage les riches et ils redistribuent plus tout au long, graduellement, des déciles de revenus. Mais c'est pour ça que faire un geste fiscal qui serait en fait remonter un peu les barèmes, ce serait finalement renforcer ce que vous venez de décrire. Il y a quoi ? Il y a moins de la moitié aujourd'hui des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est ça voilà. Donc, c'est sans doute je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le geste à ne pas faire, non Je pense qu'il faudrait augmenter l'impôt sur le revenu et baisser les charges sociales. Ce serait beaucoup plus logique, effectivement, dans une logique d'aider les classes moyennes, effectivement. La partie basse des classes moyennes, celles qui sont précisément en concurrence avec le RSA. Je voudrais revenir sur le déterminisme social vas-y, je t'en prie. Dont tu parlais sur la partie salariale. En fait, il est vrai aussi sur la partie éducation. C'est-à-dire que tu as les enquêtes PISA depuis plusieurs décennies en France, non seulement montrent que le niveau moyen est plutôt en baisse en relatif par rapport aux autres pays, mais on est plutôt en train de baisser, mais surtout, il souligne également que le déterminisme social au sein de l'éducation nationale est très fort. C'est-à-dire qu'il y a cette logique de dire, si vous êtes plutôt enfant de
parents aisés ou de profs, vous allez effectivement avoir des chances de réussir beaucoup plus élevées. Et donc, tu maintiens... C'est là où la question n'est pas juste une question, pour moi, salariale, économique. Elle est vraiment globale hein, sur cette espèce de perception que... espèce de deal qui finalement a fait un peu la cohésion sociale est en train de se déliter. Et pour moi, du coup, c'est pas forcément juste un problème de classe moyenne. Et je trouve que formaliser le débat en disant la classe moyenne par opposition à est pas forcément très intéressant. C'est vraiment globalement une espèce de sentiment collectif de progression et de progrès en fait qui a été complètement perdu. C'est-à-dire que tu as l'impression, mais même partout, hein, tu as l'impression que le pays est en panne. Tu as l'impression que ça n'avance pas. Et tu as exactement cette impression que décrivait Denis, que finalement, mes enfants, est-ce qu'ils vont mieux que moi en fait, on ne pense pas. C'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, c'est perçu comme... Tu as cette proportion qui a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale au moment de l'annonce de la réforme du lycée professionnel. 3% de cadres lycée professionnel. Voilà. Ouais. 3% de cadres en lycée professionnel. Je trouve que ce débat, qui illustre très bien François-Xavier... D'enfants de cadres, pardon. Ouais. Mais ça illustre très bien, en fait, quand on se replonge, quand on repart en arrière sur le thème de la campagne de 2017, je trouve que Emmanuel Macron, le candidat Macron, avait très bien senti le sujet. Son mot totem, c'était le mot mobilité. Et c'est bien cette question qui se trouve réinterrogée. Alors effectivement, les indicateurs de mobilité, ils sont peut-être pas si mauvais que ça quand on rentre vraiment dans le chiffre, mais le sentiment d'immobilité, lui, devient de plus en plus fort, à la fois pour soi-même et pour l'ensemble de ses enfants. On marque une pause et on revient dans quelques instants. On continue à discuter des classes moyennes. On repart, puisqu'on parlait de fiscalité, sondage intéressant de l'Institut Montaigne quand même, hein, sur la fiscalité perçue. Ça ne vous surprendra pas. Enfin, en même temps, si tu fais ta déclaration de revenus et si tu as les simulateurs maintenant qui sont très bien faits, tu te rends compte quand même que les impôts baissent, mais visiblement non. Et donc 42% des Français, c'est peut-être ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, j'en sais rien, 42% des Français ont le sentiment que impôts et taxes ont augmenté depuis 2017, alors qu'ils ne cessent de baisser. Là-dessus, Jérôme a raison. L'impôt sur le revenu, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, littéralement. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 10%, enfin même pas, de la fiscalité globale. C'est 70 milliards sur des ressources publiques qui doivent être autour d'un peu plus de 400 milliards. Voilà. Ah non, c'est pour le budget de l'État. Mais ce que tu payes dans le cadre de la redistribution, si on inclut tous les flux de redistribution que sont les transferts sociaux, la retraite, etc., les collectivités locales. Ah oui, d'accord. Bah oui, non, mais si tu mets la Sécu dedans, oui, effectivement. Et donc, mais la Sécu, oui, c'est des prélèvements obligatoires. Tu n'as pas l'impression de la payer, la Sécu, parce que non, tu as parfaitement raison. Tu t'expliques que les charges patronales, c'est ton patron qui les paye, en fait, c'est toi. Donc en fait, sur le magma global, tu as parlé de la TVA qui est supérieure, on peut parler de la CSG qui est autour de 110 ou 120 milliards, qui est la CSG qui est l'impôt invisible. 150, 160 la TVA. L'impôt invisible que personne n'a l'impression de payer, en fait, est beaucoup plus élevé que l'impôt sur le revenu. Donc en fait, tout le monde... Deux fois plus élevé. Et donc on est sur une fixette sur l'impôt sur le revenu conçu comme un totem, et c'est extrêmement clivant parce que du coup, tu crées une séparation entre les gens qui paient l'impôt sur le revenu et qui ont l'impression de payer pour les autres, ceux qui ne le paient pas et qui sont pas associés ou qui ont l'impression de ne pas être associés à la fiscalité. Et on tombe à la fin finalement sur, en réalité, quand on fait la somme de tous les chiffres, on est sur du 40 à 50% de taux d'imposition au global, quel que soit le niveau de revenu. Et avec le petit bémol effectivement sur les très hauts revenus. Donc en fait, l'un des énormes problèmes de l'impôt, c'est justement son illisibilité, ce qui est d'ailleurs un truc complètement contraire à la Constitution et aux droits de l'homme. Je rappelle quand même que normalement, il y a un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui postule que le citoyen doit pouvoir voir son impôt, en contrôler l'assiette et en voir l'usage. Je veux dire, c'est l'article de la Déclaration des droits de l'homme à valeur constitutionnelle qui est de loin le moins respecté en France. Tu peux le faire sur l'impôt sur le revenu. C'est hyper compliqué. Non. Même sur l'impôt sur le revenu. Eh bien, écoute, il se trouve que je l'ai fait. Et en fait, non, très franchement, je rends hommage aux services fiscaux. Ouais. C'est-à-dire que, franchement, le site est super bien fait. Et notamment sur le calcul départ, qui est le truc un peu compliqué. Hein, tu divises d'abord, tu multiplies ensuite, etc. et tout. Mais en fait, franchement, tu peux le faire. Mais tu peux comprendre. Avec je crois que c'est 4 barèmes, tu comprends. Mais tu sais l'impôt que tu payes, toi ? Oui. Toi, Stéphane, non, j'y suis arrivé. Pas que l'impôt sur le revenu. Ah non, mais sur l'impôt sur le revenu... Et donc, tu arrives à avoir de la... Je l'ai fait à blanc, j'ai regardé après le simulateur...
L'article bon. l'article de la Déclaration des droits de l'homme, l'article de la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas le citoyen a le droit de voir 10% de ce qu'il paye. C'est pas ça l'article. Ah oui, tout à fait. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, on a construit un truc, d'ailleurs, tout à fait. C'est sur les sciemment, charges sociales que c'est très complexe. mais sur tout le reste. Ouais. On a construit un truc qui est d'ailleurs sciemment construit pour que, évidemment, le contribuable soit le plus indolore possible pour le contribuable. Et le principe de rendre un truc indolore pour le contribuable, c'est qu'il est forcément illisible. Et donc, tu as en fait une espèce de perception d'une moitié des gens de payer pour tout le monde, de l'autre moitié finalement d'être gagnant ou d'être redevable de plein de choses et de ne pas voir en fait qu'ils paient 40% de leur revenu en impôts. Et de ne pas voir aussi les baisses d'impôts. Parce que Mais oui, mais c'est ça. Par rapport au sondage que tu évoques de l'Institut Montaigne, C'est fou quand même. on oublie la redevance, on oublie la taxe d'habitation, les cotisations sociales salariées qui ont diminué, l'indexation sur l'inflation des tranches du barème de l'impôt, qui fait que tous ceux qui ont eu un revenu qui n'a pas suivi l'inflation, en fait, ils vont avoir une baisse d'impôts. Et en fait, tous ces éléments-là, ça n'imprime pas. Les baisses d'impôts n'impriment pas. Voilà. C'est la conclusion d'ailleurs de l'enquête de l'Institut Montaigne, c'est arrêter de faire des gestes fiscaux, ça sert à rien finalement. Voilà. Ça fait perdre un peu de ressources, pas beaucoup mais un peu de ressources, et ça ne vous donne aucun crédit politique dans l'opinion. Non, il faudrait même presque faire le contraire en disant, en mettant en place, en donnant vraiment la transparence de l'impôt, en mettant en évidence effectivement tout l'impôt que les gens payent. Déjà, ce serait le premier geste qui montrerait. Alors, évidemment, ce ne serait pas très populaire, hein, mais ça permettrait en fait d'aller. Ah, tu veux dire d'additionner tout, d'expliquer aux gens tout l'impôt qu'ils payent, y compris la TVA? Compliqué là, la TVA. Parce que... Non, mais de donner une estimation. Si tu arrives à donner une estimation effectivement aux différentes personnes, aux citoyens de l'impôt qu'ils payent, c'est forcément une estimation parce qu'évidemment le système on est quand même sur plusieurs centaines d'impôts en France, hein, donc le système. Et en plus, tu as un autre sujet aussi qui est là, ce qu'on appelle l'incidence fiscale, c'est-à-dire le fait que ce qu'on disait tout à l'heure. Tu l'as, c'est 58% en fait. C'est-à-dire que c'est là où c'est en moyenne 58%, mais le déjà prélèvement. Alors c'est pas 58, c'est 45. 45. Ah oui, 58 c'est la dépense. 58 c'est ce que tu dépenses. Oui, 45 c'est ce que l'État dépense. La puissance publique dépense. La puissance publique globale dépense et l'écart entre les deux, c'est le déficit. Mais au moins les 45, tu les as. Et c'était Detroit Piketty, l'an DSS, il y a quelques années. Hein, c'est finalement de montrer que, grosso modo, tout le monde est autour de 45, plus ou moins quelque chose. Et donc ça, déjà, le rendre objectivé et rendre conscient les gens de ça, notamment dans une logique de maîtrise des dépenses publiques, au minimum, il faut expliquer aux gens ce qu'ils payent. Une logique de quoi, t'as dit ? Maîtrise des dépenses publiques. Je me lavais les dents. J'ai dit un gros mot, pardon. Sentiment que le gouvernement fait quand même un petit effort sur un souci de transparence, mais tu as tout à fait raison, on manque clairement de transparence là-dedans. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement se prête même à un exercice, mais qui est aujourd'hui trop délicat, c'est de nous dire, pour chaque baisse d'impôt, qu'est-ce qui va venir remplacer ? Parce que la taxe d'habitation est supprimée, très bien, mais ça veut dire quoi ? Les taxes foncières, donc les propriétaires, vont payer plus maintenant, mais ça, on ne le dit pas. Il faudrait préciser, voilà, alors, un allègement. Non, mais c'est même pire, Jérôme, c'est que, enfin, et d'ailleurs, allons-y, parce que je pense que le sujet du logement est aussi un sujet qui est au cœur du malaise des classes moyennes. C'est que cette suppression de la taxe d'habitation, qui est sans doute une aberration, non, en fait, tu casses complètement le lien entre la construction et de la ressource pour la commune. Et donc, le maire qui avait déjà pas forcément envie de construire. Un maire qui construit est un maire battu, dit l'adage. Alors là, pour le coup, il n'a plus aucune incitation à construire. Vrai. On s'était posé la même question d'ailleurs sur la taxe professionnelle à un moment. Quand cette taxe professionnelle qui était assise notamment sur le capital a été réformée, il y avait toute cette incitation. Mais pourquoi est-ce que je prendrais des usines qui seraient polluantes sur mon territoire, puisque je n'ai plus le rendement en termes fiscaux. Absolument. Donc on a réintroduit, après à travers la CVAE, on a toujours... Oui, elle est revenue, la taxe professionnelle. Voilà. On l'a réinventée, elle a pris des nouveaux habits. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas pour la taxe d'habitation ? Parce qu'on voit bien que la crise qui vient et qui pour le coup peut être tout à fait dommageable pour les classes moyennes, c'est bien cette crise du logement où on a désormais une désincitation à la construction de logements qui est majeure. Parce que tu avais déjà le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui te restreignait l'usage du foncier que tu peux avoir de disponible sur ton territoire. Mais en plus, si tu vas faire du logement, maintenant tu n'as plus le rendement. Tu n'as plus le rendement, toi, en tant que maire. Donc effectivement, on retrouve ce que tu décris. Tu vas avoir quand même un remplacement naturel, et c'est ce que tu disais, de la taxe d'habitation par la taxe foncière, à un moment donné, dont d'ailleurs les assiettes sont actuellement réévaluées. Oui, mais donc tu vas faire monter le prix du foncier. Tu vas avoir... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu vas avoir assez logiquement
la nature ayant horreur du vide et les collectivités locales ayant quand même besoin d'équilibrer leur budget, tu vas avoir forcément une pression à la hausse de la taxe foncière qui est accentuée par le fait qu'il y a une réévaluation des assiettes, puisque les assiettes de la taxe foncière n'ont pas été touchées depuis quelques dizaines d'années. Donc il y a un mouvement de toute façon qui était prévu. C'est depuis 1972, et ça c'est un truc dont j'entends parler depuis... Oula, ouais. Oui, mais c'est une petite dizaine d'années, je crois, la réalisation de taxe foncière. Ouais, c'est une telle bombe que personne, c'est un peu comme les retraites, personne n'ose allumer la mèche. Mais par la force des choses, tu vas à un moment donné... Par la force des choses, qu'est-ce qui se passe par la force des choses, par la force des choses, tu vas avoir... Par la force des choses, tu fais de la dette et du déficit en plus. C'est comme ça que tu résous les problèmes depuis 40 ans. Sauf que les collectivités ne peuvent pas faire de la dette. Non, mais si, à un moment donné, une collectivité locale, pour équilibrer son budget, elle ne peut pas faire de la dette. Regarde, qu'est-ce qui se passe ? Et elle aura moins de transferts de l'État. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment budgétaire surréaliste, discret, technique, mais surréaliste, autour de la loi organique de loi de finances, c'est-à-dire la projection que la France doit envoyer à Bruxelles sur ces 5 ans, que le gouvernement n'arrive pas à faire voter. Et pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrive pas à la faire voter ? Parce que les Républicains, qui sont très attachés aux collectivités locales, puisque c'est le seul truc qui leur reste un petit peu, eh bien, voient bien qu'en fait, aujourd'hui, il faut davantage de transferts de l'État vers les collectivités locales. Ils vont les avoir, ces transferts. Tu vois quand même, tu as une pression haussière de la taxe foncière depuis plusieurs années qui est quand même marquée. Et tu vas... Naturellement, tu vas avoir, enfin je pense en tout cas, et c'est ce qui est en train de plutôt de se mettre en place localement, c'est que tu vas avoir des tendances à monter la taxe foncière qui vont être assez fortes. Donc tu vas plutôt remplacer la taxe d'habitation par une taxe foncière. À ISO recette, je trouve que c'est pas inintéressant parce que tu fiscalises. Mais c'est une catastrophe. La taxe d'habitation, le grand mérite de la taxe d'habitation, c'est Christian Saint-Etienne qui le disait très très vite et qui était parti en guerre dès le début contre cette taxe d'habitation. Tu payes les gars qui ramassent tes poubelles. C'est clair. Tu habites, tu es là, tu sais pourquoi tu la payes et pour le coup là, il est évident. Oui, mais si tu remplaces par une taxe foncière, pour le coup, c'est pas celui qui habite qui paye. Sauf, attends, ça c'est un excellent point de Christian Saint-Etienne effectivement, et ça décale. Tu as normalement, enfin en tout cas, si tu restes en l'état actuel en disant la taxe d'habitation est supprimée, il n'y a que la taxe foncière, tu as effectivement ce décalage. Ce serait très facile de le corriger. Très facile. En faisant quoi ? Tu dis plutôt que de répercuter un loyer qui inclut la taxe foncière, tu répercutes un loyer sans la taxe foncière plus la taxe foncière. C'est-à-dire que tu dis au départ, voilà, vous aviez un loyer de 1 000 euros, dont 800 euros de loyer et 200 euros de taxe foncière mensuelle, c'est-à-dire 2 400 euros de taxe foncière annuelle, par exemple, votre loyer maintenant, c'est 800 euros plus la taxe foncière. C'est-à-dire que tu détournes la taxe foncière du loyer à iso-coût pour le locataire au départ, et donc le locataire, simplement, devient quelque part, le temps qu'il est locataire, celui qui va... Payer la taxe foncière. Voilà. Ce qui est d'ailleurs le cas déjà, mais simplement c'est planqué dans le loyer aujourd'hui. Tu peux le détourer et tu peux dire que le loyer est fait hors taxe foncière. Et là, tu réalignes complètement l'intérêt du contribuable et du locataire. C'est-à-dire que c'est effectivement celui qui a le bénéfice du ramassage de poubelles. Alors en l'occurrence, c'est encore une autre taxe, le ramassage de poubelles, mais qui paie aussi la taxe pour le ramassage de poubelles. Denis. Si on revient sur la définition politique de la classe moyenne que l'on a évoquée, pas la définition économique que tu donnais, Jérôme, mais la définition politique, à savoir que la classe moyenne, ce sont ceux qui vivent des revenus de leur travail et pas sans aide et sans patrimoine. Sans aide et sans patrimoine. Mais s'ils en ont un patrimoine, c'est le patrimoine immobilier. Parce que cette classe moyenne, elle se définit aussi par la détention, le plus souvent, du bien immobilier dans lequel il habite. Et donc, pour le coup, il va être assujetti à cette taxe foncière. Et ce qu'il aura gagné, Est-ce que tu viens pas de mettre le doigt sur le malaise ? C'est qu'ils n'y ont plus accès, justement. Oui. C'est qu'aujourd'hui, c'est Julien Damon, le sociologue, qui dit ça. Ouais. Pour lui, c'est le cœur du malaise des classes moyennes. C'est qu'aujourd'hui, justement, il y a une aspiration à l'accession à la propriété. Puis en plus, c'est rentré dans nos gènes. Il y a tellement de décennies que... Et puis c'est fiscalement extrêmement intéressant. C'est très encourageant. Il a toujours cet accès à la... il l'a plus, avec les taux d'intérêt qui remontent, avec tout ça. Et là, il l'a toujours, mais de plus en plus loin. De plus en plus éloigné des centres. Oui. En réalité, tu as toujours la possibilité d'accéder à un logement, mais avec toutes les nuisances qui sont associées et toutes les nuisances qui font que tu vas te taper des trajets pas possibles, tu vas payer de l'essence pour pouvoir retravailler ta bagnole. En plus, tiens, ça rappelle un peu les gilets jaunes. Non, mais attendez. Mais bien sûr, tu es au cœur du truc. Prenez votre voiture qui en plus est polluante. Ben oui, mais les gars, moi je peux pas me loger en plein centre. Donc c'est vrai qu'il y a tout un modèle en réalité qui est à repenser derrière. Et là, on risque d'avoir une augmentation sur la pression, sur la taxe foncière qui va jouer et qui va encore un petit peu plus enquister un peu ce sentiment un peu de relégation. L'immobilier, c'est vraiment le point faible de toute
notre système et notre évolution. Parce que quand même, On va dire le logement plus que l'immobilier, c'est ça, non, le truc? Non, les gens n'ont pas tant de problèmes à se loger. Si on parle de la classe moyenne, la classe moyenne inférieure n'arrive pas à devenir propriétaire, ça c'est clair. Et c'est beaucoup plus dur pour elle que souvent la génération d'avant, c'est-à-dire les parents, eux, avaient réussi dans les années 70 à devenir propriétaires et en plus à avoir une valorisation de leurs biens qui a été trop élevée, je veux dire. Bon. Et donc je dis que c'est le point faible parce que quand même, si on regarde l'évolution du niveau de vie de la classe moyenne française, il n'a eu de cesse de progresser. Le niveau de vie de la classe française des années 70, en moyenne, c'est quasiment le seuil de pauvreté d'aujourd'hui. Bon, les niveaux de vie étaient différents du fait de plein de choses. On ne prenait pas l'avion pour partir en vacances, on avait un téléviseur Et par tu parles là en foyer. euros constants, bien sûr. Enfin, Bien sûr, en euros constants. On avait un parité de pouvoir téléviseur par d'achat. foyer, on avait plus de 2-3 enfants qui partageaient une chambre, etc. Donc tout a changé, tout s'est modifié. Aujourd'hui, en moyenne, je rappelle quand même qu'en termes d'immobilier, de logement, tu parles de logement, les Français occupent des espaces de plus en plus grands. Hein. Oui. Quand on regarde, mètres carrés par personne, Absolument. 70, Ça a doublé. La nature de l'habitat aussi. C'est passé de 20 à 40 mètres carrés par personne en 50 ans. Donc, Mais oui, voilà. mais Donc, ça, il y a eu un progrès énorme. Donc, c'est une aspiration. en termes d'accès à l'espace, Jérôme a raison, on a beaucoup progressé. Ça n'a pas été perçu. Parce que les gens passent de plus en plus dépensent de plus en plus une part de plus en plus grande de leur budget sur la partie logement, parce que le reste a plutôt mieux évolué ou plutôt diminué. Mais effectivement, on est deux fois mieux logé qu'il y a 50 ans en termes d'espace. Il n'empêche que c'est cette aspiration-là aujourd'hui qui se retrouve, alors peut-être pas brisée, mais en tout cas freinée, largement freinée. Oui, alors il y a la lecture particulièrement si tu habites dans des grandes villes, quoi. Voilà. Il y a la lecture sur ce que l'on va dépenser instantanément pour le logement, mais il y a quand même aussi la durée d'accès au logement. Quand on voit l'allongement de la durée moyenne des prêts qui s'est fait en l'espace de 10-15 ans, il y a aussi ce sentiment de ce que je suis collé pour un bon moment. Et donc, mes possibilités d'arbitrage se retrouvent aussi diminuées. Là. En gros, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois qu'on est à 240 mois maintenant, la durée moyenne d'un prêt immobilier, 20 ans, là où on était plutôt à 12 ans il y a une vingtaine d'années. Donc il y a aussi cette... Et ça s'est gravé à l'instant T par un effet de squeeze qui fait que tu te retrouves avec en plus des taux d'intérêt qui étaient, dont la baisse avait permis de quelque part allonger la durée d'exécution, etc. Donc c'était plus long, mais tu y arrivais à peu près encore. Et là, effectivement, tu as au moins pour les mois qui viennent ou trimestres qui viennent, un effet où tu as des prix qui restent relativement élevés et un accès au crédit qui est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que je me souviens très bien que l'ensemble des professions immobilières, il y a 5-6 ans, constataient que tous les gains faits sur les taux d'intérêt étaient en fait récupérés le vendeur sur en mètres carrés supplémentaires. Et en fait, l'achat moyen ne diminuait pas. Ouais. Mais on gagnait quelques mètres carrés grâce à la baisse des taux d'intérêt. Tu payais plus cher surtout. Tu payais plus cher. C'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt, c'est extrêmement inflationniste sur les prix. En plus. Tu raisonnes alors pas complètement, mais une grosse partie est répercutée en plus de temps. Tu raisonnes à budget constant. Ce qui a le plus contribué à l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est l'augmentation du prix du foncier. Beaucoup plus que l'augmentation de la construction elle-même. Tu décomposes l'accès au logement. En réalité, effectivement, tu as diminué sur la partie frais financiers du fait des taux d'intérêt, mais il faut le regarder en intertemporel. Oui. Mais en réalité, le foncier a fait x3. Oui, mais effectivement, tu as une rareté, tu as un foncier qui est rare et qui effectivement était en plus relativement restreint par la loi ZAN par ailleurs. Mais tu as globalement une création monétaire qui a été très élevée sous forme de baisse de taux d'intérêt et qui fait qu'à un moment donné, les actifs réels ont augmenté. En fait, l'idée de créer de la monnaie pour faire augmenter les prix, ça a plus ou moins marché plutôt moins que plus sur la partie prix généraux. En revanche, sur la partie prix des actifs, évidemment, ça a été extrêmement inflationniste. Donc, cette création monétaire, effectivement, et pour moi, est un facteur d'exclusion et de creusement des inégalités. En aparté, en Espagne, on s'endette sur 2 générations. Il n'est pas rare de contracter un prêt sur 50 ans pour avoir... Sans déconner. Ouais. Il y a eu aussi cette idée de, alors je ne veux pas qu'on a, mais on fera une émission sur le logement d'ailleurs, de crédit hypothécaire, c'est-à-dire cette idée de, justement, parce que le foncier, Borloo avait ça en tête, la fameuse, elle était à combien la maison? Elle était à 100 € par mois 100 000, attends, c'était la maison à 100 000 €? C'était la maison à 100 000 €, je ne sais plus. Enfin, l'idée c'était justement que la commune achète le foncier et que toi tu ne sois propriétaire que des murs de ta maison. Voilà. Il y a effectivement pas mal d'idées qui tournent autour de ça. Bon, à la conclusion de ce débat, on va parler du RSA aussi, parce que c'est intéressant. Mais geste pour les classes moyennes, si tu réfléchis à faire un geste sur les classes moyennes, c'était ça que je voulais un peu... J'ai quand même le sentiment que tu es coincé de partout, quoi, en fait. Enfin, que tout geste a des implications derrière, c'est-à-dire que tu touches un bout du Mikado,
Ouais, et tu risques de faire s'effondrer le c'est son château. rendement. En réalité, c'est pourquoi faire. Ouais. Il est où Il le faudrait rendement que ce soit massif, du geste moyen? Parce qu'effectivement, il faut que tu ailles très loin. Le rendement électoral, tu veux dire, ou économique? Économique. D'accord. Changement des attitudes, Ouais, ok, tu vois, ok, et d'accord. changement aussi un peu des projections. D'accord. À mon avis, il faut que tu ailles beaucoup trop loin. C'est pas avec. C'est pas avec 10 milliards que tu changes la donne. Franchement, Quoi. tu fais le tour de la population et tu demandes la baisse de la redevance audiovisuelle. Est-ce que vous l'avez vraiment perçu? C'était le geste de l'année dernière. Moi, je pense Ça qu'il change faut rien. raisonner. Si on fait. Ah, quand même, mais parce que. Ah ouais, Peut-être, oui, je pousse sans. En fait, oui, mais en fait, un peu parce loin, qu'il était noyé dans la déclaration de revenus, autant que je me souvienne. Oui. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, Donc, c'était- tu n'avais ouais. plus Ouais, le truc de redevance qui arrive. En fait, non, tu le payais avec la taxe d'habitation. Avec la taxe d'habitation. Avec la Enfin, taxe bon, bref. d'habitation. En tout cas, il était noyé dans un. Ouais. T'avais plus le choix, quoi. Ouais. Je pense que si tu fais un geste, il faut reprendre l'expression d'Attal de plan Marshall. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire quelque chose... Non mais attends, non mais plan Marshall c'est quoi? C'est un effort de fonds, d'investissement majeur qui dure sur plusieurs années. Ça éventuellement, si Tu tu... échappé qu'on n'avait plus d'argent, quand même. Non mais tu n'as plus d'argent justement. L'intérêt c'est de comment est-ce que tu fais pour... En fait la question c'est comment est-ce que tu répares les services publics. C'est ça le geste pour la classe moyenne. Non mais c'est comment tu travailles sur l'éducation. Non mais attends, effectivement si c'est pour faire un espèce de chèque à la noix en disant on va faire un truc, un super dispositif pondu Oui, mais par pour un qu'ils cerveau- en aient la Non, mais perception, il faut 10 ans. attends, Si tu te mets à si réparer tu les fais- services si tu publics. fais- Et non, ça, c'est pas un temps politique. Non, 4 ans, tu peux commencer à faire des choses, je pense. Et il reste 4 ans sur le temps politique du mandat de Macron. Et comme, en l'occurrence, il n'a pas beaucoup de degrés de liberté, les seuls sujets sur lesquels il peut éventuellement essayer de construire quelque chose, je dis bien essayer, parce qu'effectivement, il n'est pas une solution politique hyper simple, ça c'est sûr. C'est éventuellement des services sujets de fond Ouais. sur lesquels tu peux éventuellement construire un consensus. Et effectivement, sur l'éducation, je pense construire un consensus sur les actions à faire, c'est autre chose, mais sur la partie diagnostic, tu peux au moins faire le constat qu'on est quand même beaucoup moins bien que ce qu'on a été et qu'il y a des choses à faire. Et là, éventuellement, c'est ça le geste pour les classes moyennes pour moi, c'est de retravailler sur la santé, l'éducation, les services publics, retravailler là-dessus. Et là, t'as pas, c'est pas juste une question de moyens, c'est aussi une question d'efficacité du système. Je ne t'apprends rien, Stéphane. Parce que, Et là, attends, tu peux commencer à travailler sur François-Xavier, quelque chose on d'intéressant. sort d'un... Donc, c'était un Ségur de je sais pas quoi, là. Donc, c'est 7 milliards par an de revalorisation de l'ensemble des personnels soignants de santé. l'hôpital, Ah oui, etc., c'est personnel la de santé. Tu as 2 milliards par an pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Donc, il est en train de le faire. On verra bien si ça porte ses fruits, mais en tout cas, Oui. en termes de mobilisation de l'argent public... C'est juste une question de salaire, à mon avis, à mon humble avis. Tu as quand même une petite question Bon. d'organisation d'efficacité globale du système, et ça, un jour, il faudra quand même peut-être un peu mettre ça sur la C'est table. pas un geste, c'est un mouvement dont on a besoin. Oui, c'est un mouvement, c'est ça. Mais c'est ce que je dis quand je parle de plan plus Marshall. large. Hein. C'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large que ça. Sinon, tu vas te retrouver à faire un truc, une espèce de chèque à la noix pondu par le cerveau d'un conseiller ministériel plus ou moins inspiré. Non, mais attends, si c'est ça, le Allez. plan Marshall, c'est pas très intéressant. Ben oui, mais je crois que Non, mais c'est bien ma crainte. C'est bien ma crainte aussi, Stéphane. C'est bien ma crainte Parce aussi. que quand tu lis l'interview de Gabriel Attal, même moi je suis perdu là, de Gabriel Attal, donc dans l'opinion dans lequel il parle de ce plan Marshall, il dit qu'en fait il a commencé en 2017 avec tout ce dont on vient de parler, suppression de la taxe d'habitation, suppression de la redevance, j'ai oublié, enfin bon, tu en as fait la liste, voilà, donc en fait l'ensemble des chèques qui nous ont accompagné ces derniers mois, donc voilà, donc Chèque en fait, inflation. le plan J'ai Marshall. le souvenir d'une phrase, enfin d'un propos tenu par un conseiller d'Édouard Philippe qui se plaignait. En fait, il dit le problème c'est le ressenti, parce que quand on a réduit de 5 euros les APL, on nous tombe dessus, on nous est tombé dessus à bras raccourcis, puis quand on rallonge de 100 euros le SMIC, on nous dit que ça n'est que l'aumône. Donc il y a un 2 poids 2 mesures situé dans le ressenti des Français. Ça résume bien le problème que va avoir Édouard Philippe à un moment ou à un autre. Ah ouais. Bah, si le gars n'a pas compris que supprimer les APL de 5 Quelque chose euros, de symbolique, c'est quoi. Mais, enfin, c'est fou. Pour une économie qui finalement... Tiens, si ça vous intéresse, très bon. Alors, il doit avoir 1 an et demi. Le bouquin de Jean-Michel Apathy, Ouais. qui raconte les relations. C'est le premier d'ailleurs hein, qui a raconté les relations très complexes entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et il y a un chapitre sur ces 5 euros où tu comprends tout, quoi. D'accord. La naissance du truc, c'est la réforme des retraites. Et comme Édouard Philippe n'a pas, à ce moment-là, sa borne d'âge à 64 ans, ah, tu veux pas me donner ma borne d'âge? Ben, tiens, boum, 5 euros. Vengeance. RSA, parce que, évidemment, dans ce ressenti des classes moyennes, l'un de vous l'a dit, hein, il y a cette idée aussi, bah, c'est toi, je crois qu'il le disait, Jérôme, il y a cette idée, moi, je me lève le matin pour aller bosser, et il y a des gars qui gagnent autant que moi, en fait, sans rien faire. Est-ce que... En effet, c'est un peu moins, mais eux, souvent, pensent qu'ils gagnent même encore plus du fait d'être social. Après, les chiffres indiquent non, il y a un peu de fantasme derrière ça. Mais
c'est vrai que, tu sais, il y avait une étude qui avait été faite, et là on tombe sur RSA Aide Sociale, Yannick Lorty il y a quelques années, que je trouvais très intéressante parce qu'il disait finalement, on a su combattre l'attrape à l'inactivité avec les primes d'activité, etc. Ouais. Bon. Et regarde, il disait finalement le problème de Bercy actuellement, c'est qu'on raisonne avec des aides sociales, des aides nationales. Ouais. Et on ne regarde pas ce qui se passe au niveau local. ouais. Donc il prenait le cas d'un parent isolé qui ne travaille pas, percevait par semaine l'équivalent de 26 heures de SMIC d'aide sociale nationale. Mais quand on ajoutait dans certaines localités françaises les aides locales, on montait à 41 heures de SMIC. Donc c'est-à-dire que cette personne, si elle se mettait à aller travailler, elle perdait. Ouais. C'est-à-dire on retombe dans la trappe au Ça, non-emploi. alors c'est le fondateur de WeCare, notamment c'est très très vrai dans les services à la personne, Guillaume Richard, qui l'expliquait très très bien. Sur l'ensemble des femmes justement hein, qui bossent beaucoup dans ces métiers de service à la personne et certaines en fait le quittaient en lui amenant, mais vraiment de bonne foi, ce calcul que tu viens de décrire en disant je vais pas venir travailler avec vous parce qu'en plus tu as des gardes d'enfants à payer en plus auxquels il faut ajouter. Donc, garde d'enfants, frais de transport. Et lui disait c'est vraiment un agent économique pour le coup intelligent qui optimise parfaitement. Un homo économicus. Et ben voilà, et qui optimise parfaitement le système. Non, mais oui. C'est important ce que tu dis Stéphane parce qu'il y a souvent un jugement moral de dire ah ouais machin, les gens veulent pas travailler etc. C'est juste des agents économiques rationnels. Oui, mais la prime d'activité a corrigé ça quand même. Hein, un peu. Non mais elle l'a corrigé parce que François Bourguignon avait fait des études dans les années 2000 pour analyser le taux d'imposition apparent, c'est-à-dire en fait ce que tu perds quand tu gagnes 1 euro de plus. C'était entre 80 et 90% au niveau du SMIC. C'est-à-dire que quand tu bossais pour aller gagner 1 euro de plus, en fait, t'en perdais en aide ou t'en payais à l'État d'une façon ou d'une autre de l'ordre de 80 à 90%. Donc on avait une trappe à une activité monumentale. Mais malgré ça, elle reste quand même assez forte, notamment du fait des aides locales qui ne sont pas forcément perçues. Et donc tu as effectivement des agents économiques rationnels qui font juste des calculs et qui parfois essayent de reprendre du boulot et s'aperçoivent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont l'impression de moins bien gagner leur vie, parce qu'en fait, ils la gagnent moins bien. Donc, il paye aussi les gardes d'enfants, il domicile, le travail. Tu as des coûts de transport, 1,9 million. Ça va très vite, ça va très très vite. 1,9 million donc de foyers allocataires du RSA en 2021, 12 milliards d'euros de dépenses, 30% de la population cible ne le touche pas, soit 600 000 ménages. Le taux de non-recours est assez important pour le RSA. Et dans le dernier rapport de la Cour des comptes, on va peut-être pouvoir voir le graphique que je vous ai envoyé. C'est ça qui est vraiment le sujet, je pense. 36% des allocataires le touchent depuis plus de 5 ans. Voilà. C'est beaucoup quand même. Donc c'est là où tu vois que... c'est un problème structurel. Voilà. Tu vois que c'est un problème structurel. Et je te disais, c'est en train de devenir une forme de revenu minimum. À partir du moment... Ouais, pour le coup... si depuis 5 ans, tu es au RSA et que rien ne va t'en sortir... Non, mais le principe du revenu minimum, c'est que tu ne le perds pas quand tu prends une activité. C'est ça le principe. Oui, mais je voulais pas aller... Tu vois, tu pensais peut-être à revenu universel, c'est ça ? Non, une sorte de revenu minimum garanti, quoi. Voilà. Ouais. Ça devient un revenu minimum garanti, mais ce qui est très vicieux, c'est que c'est un revenu pas revenu universel, justement. Revenu minimum garanti. C'est un revenu minimum, mais qui effectivement désincite à la reprise du travail parce que tu le perds quand tu reprends le travail. Bon, c'est une bonne idée de donner 15 à 20 heures de formation Oui, il faut voir le contenu. Tu penses que oui, toi ? Moi, je pense que c'est un hochet politique. Mais la question, c'est l'accompagnement. Mais tu n'auras pas d'accompagnement, tu le sais, Denis. Précisément, mais on est quand même au début de la réforme, donc c'est quand même le moment de poser le sujet. Et tu évoquais tout à l'heure la dimension locale, la très grande hétérogénéité. En fait, tu te rends compte que selon les départements, tu as entre 10 et 90% des départements qui vont faire... selon les départements, c'est entre 10 et 90% des allocataires qui font l'objet d'un véritable accompagnement. Donc tu as une profonde hétérogénéité qui se fait autour du RSA. Je vais être clair, moi. Un véritable accompagnement pour ces gars-là, pour des gars qui sont au RSA depuis plus de 5 ans, par exemple, c'est quoi ? Un agent peut s'occuper de 3 personnes au maximum. Oui. Non, mais de toute façon, il faut que tu lui apprennes à acheter un billet de train, par exemple. Tu lui apprends du savoir-être. 2 millions de foyers d'allocataires. Tu veux qu'on fasse la division ? Ça n'a pas de sens. Évidemment. Ça n'a pas de sens, cette histoire. C'est un hochet politique. Martin Hirsch évoquait, en interview il y a quelques jours, évoquait l'idée que tu as, entre le moment où tu t'inscris au RSA et le moment où tu as ton premier rendez-vous dans l'accompagnement, il se passe 6 mois. 6 mois de latence entre les deux. Donc évidemment, toute la question elle est dans l'accompagnement. Qu'est-ce que tu vas devoir cibler ? Qu'est-ce que tu privilégies dans ces 15 heures ou 20 heures d'activité ? Est-ce que c'est de l'activité ? Est-ce que c'est de la formation ? C'est très flou à ce stade. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, et si c'est de la formation, de quelle formation parle-t-on ?
Moi, je suis vraiment pour. Alors Toi, d'abord, t'es vraiment pour. ouais, toi. ouais, pour l'aspect psychologique. Tu sais, c'est Benjamin Franklin qui disait l'oisiveté est comme la rouille, elle use plus que le travail. Il disait ça, première moitié du XVIIIe siècle, à une époque où le travail était autrement plus pénible qu'aujourd'hui. Je pense que les gens ont besoin de se sentir utiles dans la société. Donc déjà, c'est mettre un petit peu de baume au cœur, parce qu'il y a des souffrances psychologiques quand on est vraiment au RSA et on n'a rien à faire de ces journées. Il y a une souffrance qui est là. Ensuite, c'est mettre en contact des gens qui ont perdu, parce que tu disais, c'est combien de pourcents ça fait plus de 5 ans qu'ils sont au RSA. 36%. Ces gens-là, 36% des allocataires. Ils sont isolés. Enfin, je veux dire, ils ont besoin peut-être aussi d'être mis en relation avec d'autres gens qui travaillent et qui leur indiquent des pistes qui sont proches de leur vécu. Des gens qui ils vont nécessairement rencontrer des gens qui ont à peu près leur parcours aussi, qui vont leur donner des pistes, des stratégies. Il faut que tu fasses comme ça, va voir un tel, il y a peut-être un job pour toi, tu fais 15 heures là et potentiellement plus tard, ça se traduit par de l'emploi, je ne sais pas. Et les gens ont besoin de se sentir utiles. Et puis aussi, ça désincite un petit peu ceux qui voudraient complètement freerider, dans le sens, le maçon qui va se déclarer au chômage, qui va percevoir le RSA, mais qui fait des chantiers au noir, etc. Parce que là, il faudra qu'il montre 15 heures d'activité. Alors, ça d'accord, mais le gars qui a il y a des effets. Non, mais le gars qui a envie de se sentir utile, tu sais, c'est assez simple. Il se lève, il va chez Emmaüs, il va au Resto du Cœur, il y a du boulot et il va se sentir utile. Tu vois, c'est ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est l'histoire de ça va les aider à se lever. Je suis pas sûr du tout, quoi. Enfin, pour aller faire des trucs à la noix, en plus. Besoin au départ d'être un petit peu forcés, un peu comme c'est très paternaliste ce que je dis, mais un peu comme des enfants à qui on ne laisse pas le choix, faut aller à l'école. Bah là, c'est pareil. Il y a des gens qui ont besoin au départ d'être forcés. Il y en a qui, par dimension altruiste ou ce que tu veux, vont le faire naturellement. Mais c'est pas non plus le gros des troupes. On n'a pas non plus des millions de Français qui occupent des activités. Mais bien sûr, c'est bien pour ça que je suis moins. Je suis assez mal à l'aise avec l'outil pour deux raisons. D'abord parce que ça ne règle pas le problème principal qui est celui qu'on a cité, qui est la trappe à une activité et qui est le fait que ils n'ont pas de qualification, point, quoi. Tu peux filer tout ce que tu veux comme formation à un agent économique rationnel qui dit vous êtes gentil mais le boulot il me coûte plus cher que pas bosser. Tu le formes à je sais pas quoi, à la fin ça aura toujours le même problème, c'est que le boulot lui coûtera toujours plus cher de pas bosser. Donc le problème structurel il n'est pas résolu. Et la peur que j'ai sur outre le côté un peu paternaliste qui moi effectivement me hérisse un peu parce que mon côté un peu plus libéral qui fait que les gens aussi se prennent en main et sont aussi responsables et voilà. Je vois venir le truc où tu vas avoir des gens qui vont avoir besoin de cocher des cases comme quoi ils sont présents, des formateurs qui vont sentir la grosse martingale et qui vont aller mettre des tas de formations plus ou moins qualifiées, plus ou moins validées sur lesquelles tu auras un tampon, voilà, et tu vas avoir une espèce de théâtre avec des acteurs qui sont les formateurs, qui savent très bien que leurs formations ne sont pas écoutées, et des gens qui sont là pour cocher les cases et pour signer le truc. C'est ça qui s'est passé sur Pôle emploi. Honnêtement, c'est ça qui risque de se passer sur la partie RSA. J'ai mal lu sans doute la proposition, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est est-ce que ces 15 à 20 heures seront payées par le RSA ou est-ce qu'il y a une rémunération additionnelle? Parce que précisément aussi pour avoir cette incitation à faire ces 15 heures, il faut qu'il y ait... Non, mais à ce stade, on n'en sait absolument rien, les amis. Je vais même vous dire un truc, je ne suis pas du tout sûr qu'à la fin, ce sera dans le projet de loi. Voilà. Donc, parce que Elisabeth Borne, elle a quand même commencé à dire que pour ceux qui n'ont pas de contraintes, bien sûr, donc ça ne touchera que ceux qui n'ont pas de contraintes, comme celle de la garde d'enfants. Bien sûr. Oui. Oui. Mais si tu le jeune les gens de 25 ans qui est au RSA et qui n'a pas d'enfant, je ne vois pas pourquoi on lui demanderait rien en contrepartie de son RSA. Oui, mais est-ce que dans ce cas, tu lui verses aussi quelque chose en plus? Non, mais là, c'est vraiment tel que c'est présenté. Oui, mais alors à ce moment-là, tu fais de la morale. Tu fais de la morale. Si, tu fais de la morale. Moi, je veux bien qu'on lui impose une contrepartie à partir du moment où cette contrepartie rapporte quelque chose à la collectivité. Mais s'il fait un travail d'utilité collective, je ne sais pas, il travaille pour la mairie. C'est plus le RSA à ce moment-là. À ce moment-là, c'est autre chose. Tu te remets à faire les emplois aidés, les trucs comme ça. Non, mais les gens qui font traverser les sorties d'école, ils sont rémunérés ou pas? J'en sais rien. Je sais pas, non, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a un programme de réinsertion des détenus. On leur fait traverser, pas ceux qui ont touché des enfants, bien sûr, mais on leur fait traverser les enfants à la sortie des écoles, etc. Les gens, on sait que psychologiquement, ça a été mesuré. Quelque chose. Mais il se passe quelque chose parce qu'ils se sentent réinsérés. On est au bout. On est au bout. Merci les amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain pour de nouveaux débats.